Sandro, toi tu as commencé comme chercheur, je crois, en psychologie clinique du travail. Et ensuite tu as été ergonome, entre autres dans les hôpitaux, dans le milieu hospitalier, dans des établissements de la PHP, en prévention des risques, en conseil en train d'encadrement. Tu enseignes également dans plusieurs universités, Panthéon, donc à Paris, Aix-Marseille. On avait reçu un de tes collègues il y a 2 ans, Gilles Berset, qui pouvait nous parler du premier balbutiement de la rénovation, de l'amélioration de la réforme du droit du travail, que de chemin parcouru depuis. Tes recherches aujourd'hui portent sur les mutations du travail, leurs effets sur la santé, sur les organisations, sur les métiers, sur les nouvelles formes d'organisation, de prescription du travail justement, sur le lien entre modèle économique, organisation, travail et santé, nous y revenons. Donc si l'entreprise se libère, comme nous venons de le voir, et on risque de me répéter, je dirais qu'il est illusoire de penser qu'elle peut définitivement se dispenser de manager. On l'a bien entendu dans tes propos, le rôle du manager existe encore et toujours. Alors justement, avec l'émergence de ces nouvelles pratiques, que devient le rôle du manager, à quoi sert-il dans tout cela? Voilà. Je te laisse la parole, on a encore une petite demi-heure, une bonne demi-heure, question inclue. Ok. Très bien, merci Vincent. Alors, on va essayer de répondre ensemble à cette question. Je viens de changer en fait un peu de braquet parce que j'avais préparé quelque chose, mais je me suis rendu compte en fait que c'était bien trop théorique par rapport en fait, à l'état d'esprit. Voilà, du coup, de manière très agile, j'ai fait un petit collage et un petit changement pour vous embarquer aussi dans une histoire. Je pense que ce qu'il y a de mieux aussi pour être un peu en contact avec ce qui se passe. Du coup, j'ai réduit ce que j'avais prévu sur une seule planche et après, voilà, je vais vous raconter une histoire et on va essayer, du coup, après coup, ensemble, de se poser cette question de comment ça réinterroge la fonction managériale. Alors, le point de départ, qui est le nôtre, c'est celui d'une reconnaissance, effectivement, de mutation profonde du travail, qui se manifeste à la fois à travers une certaine crise du modèle économique, de développement économique, à travers tout le problème du chômage, à travers des questions environnementales, sociales, comme ça, et en parallèle aussi avec une certaine crise, en fait, dans les situations de travail elles-mêmes. Et ça a été mentionné tout à l'heure, ça transparaît un tout petit peu aussi dans le baromètre comme ça. Il y a aussi de plus en plus d'organisations dans lesquelles ça ne se passe pas très bien du point de vue de la santé des salariés. Et parfois même des managers et des dirigeants aussi. Donc on est pris dans quelque chose qui est un peu bloqué souvent. Alors, cela a des répercussions fortes, en fait, sur la fonction managériale, à la fois parce que c'est la fonction managériale qui est aussi le plus confrontée à ces situations troublées dans les milieux professionnels, mais aussi parce que ça réinterroge, quelque part aussi, le rôle et la place du management dans l'organisation par rapport à des enjeux qui sont aujourd'hui un peu différents des enjeux qui étaient ceux du management il y a quelques décennies. Alors, on peut se poser alors la question de quelle est la compréhension en fait qu'on a de ces situations problématiques, parce que c'est à partir de la lecture qu'on a de ce qui pose problème qu'on peut aussi dégager des options d'action, d'investissement dans cette fonction, d'évolution, d'accompagnement, de conseil pour ceux qui font du conseil, des options qui peuvent être très très différentes en fonction de l'analyse qu'on a de la situation actuelle. Ce que j'avais imaginé de développer d'un point de vue plus théorique, mais voilà, que je vous expose et on va ensuite partir un peu sur le terrain, mais je vous les énonce, parce que ça va être quand même la trame aussi de l'histoire que je vais vous raconter, c'est la question de l'activité des services. L'activité de service, en fait, depuis une trentaine d'années, il y a toute la dynamique de l'élan économique qui était porté par la logique industrielle de la production de masse, qui s'estompe, avec l'émergence d'activités de plus en plus servicielles, y compris dans l'industrie. Donc c'est pas une question de secteur au sens économique, mais il y a de plus en plus des enjeux de services dans toutes les situations de travail, et qui dit service, c'est cette dimension relationnelle, c'est la dimension de la co-construction de solutions, de la co-construction de services, d'effets utiles escomptés par le travail. Cela conduit à repositionner la question de la subjectivité comme un déterminant majeur
de la création de valeur, c'est-à-dire l'engagement des personnes devient un élément essentiel. Chose qui n'était absolument pas le cas dans l'atelier industriel classique. Donc historiquement, le management n'a pas eu trop à s'inquiéter de cette chose-là, qui aujourd'hui devient un peu la patate chaude à travers toute la question du stress, des risques psychosociaux, qui est en fait la nécessité de passer par la subjectivité des personnes, par cet engagement important, et que cherche par exemple aussi à travailler d'une certaine façon le modèle de l'entreprise libérée ou des méthodologies comme la créatie, c'est-à-dire l'initiative, la motivation, l'autonomie des personnes, voilà, mais dans des situations qui n'ont pas l'habitude de faire avec ça. Et donc ça pose souvent des problèmes. Et cela conduit aussi à l'enjeu central de la coopération dans les systèmes de travail, non pas simplement comme un supplément d'âme, et je pense que c'est important aussi par rapport un peu à ces discussions sur le management, la dimension éthique du management, c'est pas simplement un supplément d'âme, quelque chose qu'on choisirait comme une option. Okay? La thèse qu'on peut défendre, que je vous propose comme ça, et qu'on peut discuter, c'est en fait que c'est une nécessité. Aujourd'hui, on ne peut pas organiser, manager, diriger les entreprises sans cette dimension fondamentale de la coopération comme élément essentiel dans la mécanique de création de valeur. Et donc c'est là aussi on voit une implication, alors ça va un peu vite mais on va essayer de le déployer autrement, une implication très forte aujourd'hui entre des enjeux de santé et des enjeux plutôt de performance. Les questions, notre hypothèse qu'en fait, c'est la même question qui se pose aujourd'hui, à la fois du côté des professionnels de la santé, les services de santé au travail, les consultants comme moi qui viennent plutôt de la prévention des risques, etc. Et les questions de modèles de performance dont on la charge, notamment aussi les fonctions managériales et dirigeantes. Voilà, ça c'est l'intro. Maintenant, on commence l'histoire. Alors, le contexte de l'intervention. Donc, Artemis, entre autres choses, donc en fait, c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc, on a l'objet principal, c'est la question du travail, avec des collègues économistes, des collègues sociologues, d'autres économes, comme ça. Donc, ça, c'est plutôt l'activité des collègues économistes qui accompagnent sur différents territoires des entreprises dans des dispositifs collectifs vers un changement de leur modèle économique. Et donc, il y a une dynamique territoriale dans le nord de la France, qui est animée par le Club Noé, qui est un des clubs qui sont co-animés par Artemis territorialement. Et à l'intérieur de ce club a été constitué, il y a 2 ans et demi, un groupe connaissance, en fait, qui réunit 6-7 dirigeants. Là, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on organise des réunions, toutes les mois et demi, 2 mois, comme ça, pour avancer en fait la compréhension des dirigeants sur la question du travail dans leur trajectoire de transition économique de l'entreprise. Et c'est dans le contexte de ce groupe, et on verra en quoi c'est important que je vous raconte ça un peu pour poser le contexte, c'est dans le cadre de ce collectif de dirigeants que émerge à un moment donné, dans la dynamique, comme ça, l'envie et la nécessité de ne pas simplement se réunir en groupe, mais de faire un petit plongeon dans l'entreprise de l'un des groupes pour essayer d'aller voir un peu plus près, ramasser un peu de la matière plus vivante pour alimenter la réflexion collective. Et il se trouve en fait qu'au moment où on se pose cette question de qui serait volontaire autour de la table pour accueillir une intervention, il y a un des membres du groupe qui est en train de vivre une situation un peu problématique dans sa boîte. Voilà. Il en parle et voilà, il y a un accord assez unanime sur le principe du coup de chercher à construire un accompagnement de ce dirigeant par rapport à cette problématique et voir en quoi ça peut renseigner l'ensemble du groupe. Donc, le contexte de la demande, donc là on revient un peu à la situation spécifique de cette entreprise. Donc c'est une PME d'une 40aine de salariés, métier plutôt technique. Le métier historique, c'est de la maintenance de machines-outils. Okay. C'est en zone plutôt périurbaine, comme ça. Donc c'est la clientèle, c'est surtout des petites PME locales. Après, il y a des plus grosses entreprises, usines, un peu
plus loin. Mais voilà, grosso modo, il y a un peu ce métier d'intervenir dans tout un réseau de petites entreprises relativement connues à proximité. Et le constat en fait, du dirigeant, c'est que cette activité historique de la machine-outil est en train de décliner par rapport à des évolutions technologiques, par rapport aussi au déclin de l'industrie en tant que telle, en tant qu'activité. Et donc, son hypothèse, son intuition, c'est qu'il faut arriver à s'orienter davantage vers des techniques un peu plus nouvelles autour des automatismes et de la robotique. Et de plus en plus du côté de la robotique. Okay, donc il y a un changement d'orientation par rapport au métier et à l'activité de l'entreprise. Et en même temps, l'accompagnement, et puis tout un tas c'est un dirigeant qui est assez attentif à ce qui se passe, à votre proposition, et donc à un moment donné, il tombe un peu sur cette idée d'une organisation plus horizontale, alors avec beaucoup de guillemets, parce que c'est là où on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, l'horizontalité. Mais en tout cas, voilà, dans l'idée de favoriser la coopération, c'est-à-dire la disponibilité aux autres. Alors, il y a le principe de la porte ouverte, tout le monde travaille avec la porte ouverte, comme ça, la possibilité de favoriser la communication, aussi. Et la question de l'autonomie, qui est une question importante. Parce qu'on sent bien que la question de l'autonomie, c'est une valeur plutôt positive, plutôt intéressante, hein, l'idée de promouvoir l'autonomie des personnes dans leur travail. Et donc, voilà, il a cette intuition, c'est que pour arriver à réorienter l'activité de son entreprise, il doit pouvoir aussi donner plus d'autonomie aux personnes, et il y a aussi une innovation sur le plan de l'organisation du travail à trouver. Et donc ça se traduit en particulier par le fait qu'il supprime toutes les fonctions d'encadrement, enfin toutes, c'est pas une grosse boîte, hein, donc mais en tout cas il n'y a plus de chef. Voilà. Son principe, c'est de dire qu'il n'y a plus de chef, au sens effectivement je ne connaissais pas le mot, le micro-management, c'est ça. Voilà. Il n'y a plus de petit chef, on sort de ce modèle de petit chef comme ça qui dit aux autres ce qu'ils doivent faire, pour arriver à développer plus d'autonomie des personnes. Okay, donc il y avait des personnes qui étaient en position d'encadrement, avec aussi un statut de cadre qui garde, mais dans l'organisation, dans l'état d'esprit, il n'y a plus de responsable, il n'y a plus de chef. Et donc, il est confronté à un événement marquant, donc c'était il y a un an à peu près. Il y a un salarié qui l'appelle pendant l'été, et il l'alerte, donc un salarié qui ne va pas bien, au bord des larmes, là, j'arrive plus. Je n'y arrive plus, je me sens plus capable, en fait, d'accompagner le projet de l'entreprise par rapport à toutes ces nouvelles orientations sur le plan de l'activité, de l'organisation. Voilà, peut-être que je ne suis pas bon, je ne suis pas fait. En tout cas, une remise en cause très profonde, hein, très personnelle. Et c'est un gars qui a un peu moins de la quarantaine, qui a fait son apprentissage dans la boîte, qui a fait une progression énorme, qui est devenu chef de projet, ça fait 15 ans qu'il est dans l'entreprise, donc qui a quand même un niveau de compétence qui en plus est reconnu par tous, très fort. C'est pas n'importe qui dans la boîte, c'est pas n'importe qui. Okay, ce qui fait que le dirigeant, il est quand même très touché par ça. Ça l'interpelle et ça lui pose un problème en fait. Et il y a un vrai questionnement en fait autour de comment comprendre ça, en fait, cette alerte. Et heureusement qu'il a appelé, et ça indique aussi un niveau de confiance, pour reprendre le mot très important dans cette boîte, pour que le salarié puisse exprimer ça à son dirigeant. Donc il y a un questionnement, en fait, de comment interpréter le fait qu'en donnant plus d'autonomie, alors là, les gens, ils n'y arrivent pas, ils veulent pas, ils n'y arrivent pas, ils ne sont pas capables, voilà. Avec un peu cette attitude un peu paternaliste comme ça. Du coup, il faut revenir en arrière et remettre des petits chefs. Mais non, c'est pas son projet, c'est pas l'idée qu'il se fait de l'entreprise qu'il a envie de construire. Et donc se pose en fait cette préoccupation forte vis-à-vis de la santé des salariés. Et il y a eu déjà un épisode de quelqu'un qui est aussi qui était pas bien, de la santé du dirigeant lui-même aussi, parce qu'en fait, ils se sont très pris dans l'affaire, et aussi par rapport à la viabilité de son projet pour l'entreprise.
il y a quelque chose là qui fait blocage autour de cette expression. Donc le dispositif d'intervention, je passe un peu rapidement, mais l'idée en fait c'est d'arriver toujours un peu à déplacer la demande initiale, arriver à déplacer la focale. Donc là l'enjeu en fait du déplacement de la focale, c'est de ne pas se centrer sur le salarié en fait. Heureusement qu'il était là pour tirer la sonnette d'alerte. C'est comprendre en quoi, à travers cette expression en fait d'une détresse personnelle, qu'est-ce que ça raconte en fait de ce qui est en train de bouger du côté du travail et qui fait que les repères qu'il avait et qui lui étaient reconnus par tous sans aucun problème, que ces repères sont en train de se décaler jusqu'au point de le mettre en danger devant son identité professionnelle, dans sa trajectoire de vie. Et donc on instruit en fait la question de ce métier de chef de projet. Et donc ils sont 2, 3, avec un troisième sur cette fonction, et globalement il y a un consensus sur le fait qu'il n'y a pas le temps en fait. Il y a ce sentiment de jamais avoir le temps de faire tout ce qu'il y a à faire. Et donc de sentiment d'être constamment débordé partout. Et je pense que c'est un sentiment assez fréquent dans les organisations actuelles. Du coup c'est intéressant, parce que peut-être que ça parle aussi par rapport à d'autres métiers et d'autres histoires. Et donc on met en place une méthodologie. Alors juste 2 mots, mais la question de l'ergonomie en fait consiste à aller voir comment ça se passe. L'ergonomie, c'est l'analyse du travail, donc on ne peut rien dire du travail sans aller voir de très près comment ça se passe dans la tambouille quotidienne, dans les savoir-faire, dans ce qu'on appelle le travail réel, les régulations, l'activité réelle du quotidien. Donc ça passe par des entretiens où on instruit les choses, et puis aussi une journée que je passe avec eux. Alors, ce qu'on repère, en fait, c'est qu'il y a, donc sur cette fonction de chef de projet, il y a 2 grands volets. Un volet plutôt sédentaire au bureau, où on fait de la documentation, on fait des chiffrages, des devis, et une partie plutôt sur site chez le client, pour faire des installations, des mises en service, des vérifications, ou suivre aussi les techniciens de maintenance dans leurs interventions après installation. Et là où ça ne va pas, bizarrement en fait, c'est plutôt dans l'activité sédentaire. Ok ? Alors qu'on pourrait s'imaginer en fait sédentaire, ils maîtrisent, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent comme ça. C'est plutôt, en général, on se dit c'est plutôt la relation aux clients comme ça qui peut être plus compliquée. Chez eux en fait c'est le contraire. Chez les clients, ils sont absolument, c'est ça au contraire qui les fait tenir. C'est là où ils ont de la satisfaction, de la reconnaissance, quelque chose qui fonctionne très bien. Ce qui les plombe, en fait, c'est plutôt dans l'activité au bureau. Et c'est là où, en fait, faut rentrer dans le travail, en fait. Et que c'est là, en fait, la question de la coopération, pas simplement comme un supplément d'âme, mais comme une nécessité. Donc, ça veut dire qu'il faut rentrer aussi dans ce qui change dans l'activité de travail, dans les métiers et dans les savoir-faire. Okay ? Et bon, ça a donné lieu à ce tableau, en fait, ce qu'il raconte, c'est ce qui change quand on passe d'une logique maintenance machine-outil à une logique automatisme robotique. En gros, ce qui change, c'est que la machine-outil, c'est comme ça qu'on peut figurer, c'est un système technique fermé. La machine-outil, vous la mettez ici, vous la mettez dans un atelier d'une ligne de production, dans un atelier de maintenance, ça reste une machine-outil. Vous savez, c'est le même mode opératoire. Vous savez les opérations que vous devez faire pour faire un test, pour faire de la maintenance, pour intervenir. Et donc, c'est quelque chose qui est fermé, qui est autonome en lui-même, comme ça, et donc ça, on le gère. Et donc, tout le process de production, que ce soit de vente, de maintenance, de chiffrage, en fait, ça tient sur une organisation très séquentielle, très classique, très taylorienne, c'est-à-dire on divise le travail, le commercial il fait son table de commercial, le chef de projet il fait son table de conception, et puis il y a les installateurs qui font leur table d'installation, chacun sait ce qu'il doit faire, il a sa fiche de poste, ses consignes, machin, il fait du reporting, et voilà, et c'est très clair, qui fait quoi. Ok ? Ce qui change dans l'automatisme, en fait, c'est que la robotique et les automatismes, c'est des systèmes techniques ouverts. C'est-à-dire que c'est des trucs qui viennent se brancher sur des équipements qui sont déjà existants. Ils viennent rajouter une partie d'automatisme sur une ligne de production qui déjà existe.
Sur un système de convoyage, ils mettent des petites cellules comme ça, mais donc c'est un système vous voyez, qui est très singularisé et très spécifique par rapport à la situation de là où il est installé. Okay, donc c'est pas du tout le même système à un autre endroit. C'est du sur-mesure qui est fait pour tel client en fonction de la production, de la ligne, des équipements. Et si on construit un peu plus loin de la compétence du client, des fonctions techniques chez le client qui peuvent exister ou qui ne peuvent ne pas exister, de l'environnement, il est sale, il n'est pas sale, il est protégé, il est humide, ou pas. Donc il y a tout un tas de paramètres qui font que la bonne solution du point de vue de la solution technique dans des automatismes est très dépendante en fait, okay, de tout un tas d'acteurs. Okay, le client, mais aussi d'autres fournisseurs, celui qui fournit le convoyage, et il faut aussi discuter avec celui qui fournit le convoyage, parce que si on n'a pas les spécifications techniques du convoyeur, on ne peut pas savoir quel type de... Voilà, ok. Et donc c'est là où on passe d'un système très séquencé à quelque chose qui, du point de vue du process, en fait, c'est très continu et c'est très itératif. Okay, donc on n'est plus le commercial qui fait sa visite, cahier des charges, ensuite le chiffrage des techniciens, on envoie, validation, si oui ou non, si c'est oui, c'est l'installateur qui fait... Vous voyez, on n'est plus dans ce monde-là. Parce que le commercial, il va, et puis le client lui pose une question, il ne sait pas répondre. Alors il faut qu'il revienne, qu'il passe un coup de fil au technicien, le technicien lui explique. Voilà. Sauf que le technicien, il ne sait pas quelle est la disponibilité financière du client. Donc il va donner une solution qui est complètement surdimensionnée. Donc c'est important aussi que le technicien, pour donner la bonne solution, la bonne réponse, il ait aussi des informations du commerce. Donc en fait, l'activité réelle qu'on peut observer au quotidien, c'est en permanence tout un tas d'échanges, de discussions, d'apprentissage, où c'est le commercial qui explique ce qu'il a compris du client au technicien, le technicien, le chef de projet qui explique au commercial des éléments plus techniques, et puis il passe un coup de fil au technicien correspondant du client pour avoir des informations complémentaires sur le type de carteur, comment il cache le machin, et puis il faut prendre contact avec l'autre prestataire qui fournit d'autres équipes. Donc c'est en permanence, en fait, tout un maillage de relations, d'échanges d'informations, pour arriver à être au plus juste dans la proposition de la solution technique. Ce qui veut dire en fait que ce qui au final est vendu, est proposé, la proposition de valeur de l'entreprise n'est plus complètement contenue dans la vente d'un bien. Oui, c'est le service qui est vendu. C'est-à-dire la capacité de l'entreprise d'installer l'équipement le mieux adapté à tout un tas de contraintes techniques, économiques, de compétences, etc. Ok ? Et donc c'est là où la question de la coopération apparaît comme la nécessité en fait. Quelque chose qui devient nécessaire pour pouvoir tenir le modèle de performance de l'entreprise dans ce nouvel univers, dans ce nouveau mode de fonctionnement. Alors ici, je vais un peu vite. Donc ça, c'est un peu de l'arrière-cuisine des ergonomes. Donc ça représente en fait une demi-journée de travail du chef de projet. Donc on a l'axe de temps, ça va de 8h30 à 13h. Il y a différentes catégories d'actions, différents lieux, différents interlocuteurs. Donc voilà, c'est un peu une façon de représenter l'activité sur une demi-journée lambda du chef de projet, d'un des deux chefs de projet. Ce qui est intéressant là, c'est de voir que par rapport à l'activité prévue, donc je l'appelle la veille, je dis qu'est-ce que tu as prévu demain, il me dit je peux faire des schémas techniques pour la livraison d'une installation la semaine d'après. Donc ça c'est plutôt le travail prévu qu'il a planifié, et toute la planification du travail est fondée en fait sur la capacité d'anticiper, de type très classique, c'est-à-dire on doit faire un truc, et puis on fait le rétro-planning, on planifie. Or, qu'est-ce qu'on découvre quand on va voir comment ça se passe? Vous voyez qu'il y a plein de fibrillations comme ça, dans de scie. Ça, c'est typique, ça sert à ça en fait, ce type de représentation. Ça s'appelle des chroniques d'activité, chronogrammes comme ça. Et en fait, c'est bzzz comme ça indique en fait des changements dans l'activité, des interruptions, où on passe à autre chose, et puis on revient, puis on passe à autre chose, et puis on revient. Et c'est quoi cette autre chose qui vient constamment titiller le déroulement de l'activité? Eh bien, ce sont des interpellations d'autres personnes. Ok ?
sur la matinée, le chef de projet, il discute avec une dizaine d'interlocuteurs. Ça veut dire que c'est la moitié des gens présents dans la boîte. Hein? Donc avec la moitié des personnes, des collègues, plus des contacts avec aussi des clients, des personnes externes. Donc en permanence, en fait, cette activité plutôt classique dans des fonctions d'ingénierie, de chef de projet, de planification, où l'activité elle est planifiée. On a un objectif, un délai, rétro-planning, le procédé, et puis c'est calé. Et puis on gère des tableaux, des gantes, des machins, et tout ça, il y a tout l'outillage. Okay. Or, ce qui est nouveau ici, et ce qui est compliqué, parce qu'il n'y a pas l'expérience là, voilà, c'est qu'en fait, la nécessité d'être aussi dans la coopération, c'est-à-dire dans le lien avec tout un tas d'interlocuteurs internes, des collègues, les techniciens, les installateurs, le commercial, le client, l'autre fournisseur, en fait, ça vient complètement bousculer la manière de gérer son activité, la composition même de l'activité. D'où cet effet de fragmentation qui conduit aussi à ces sentiments en fait, de ne pas y arriver. Or, ne pas y arriver, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au travail prévu, par rapport à ce qui est planifié. Et donc, il a l'impression en fait, de perdre constamment du temps parce qu'on court derrière ce qu'on avait prévu. Okay. Or, ce qui est important, c'est comprendre aussi ce qui n'était pas prévu, qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce qui n'était pas prévu. Et puis là, on voit en fait que c'est aussi des temps tout aussi essentiels d'encadrer un jeune stagiaire, de répondre à une demande un peu urgente d'un client, de passer 10 minutes avec le commercial pour l'aider à faire un chiffrage avec des éléments un peu compliqués. Donc c'est des temps tout à fait essentiels. Là, il y avait un petit zoom qu'on va passer en fait, c'est-à-dire on peut ces effets comme ça en escalier où on interrompt quelque chose pour faire autre chose qui est encore interrompu, et puis on remonte, et puis on remonte. Enfin, ça, c'est peut-être des expériences aussi qu'on peut avoir quotidiennement nous-mêmes. Voilà. Et c'est ça, en fait, qui à un moment donné peut devenir absolument épuisant, parce que c'est garder le fil, et puis on perd le fil, et il y a toujours le risque de l'erreur, de l'oublier, de machin. Donc c'est une charge à la fois cognitive, ça qu'on a dans le vide, voilà. C'est ça, en fait, qui explique cette expression de, à un moment donné, j'y arrive plus, j'ai l'impression d'être débordé par le... Maintenant, comment ça se passe? Donc, on voit en fait qu'il y a ces différentes sources de prescription. Il y a la prescription plutôt classique, du travail prévu. On avait prévu de faire il doit terminer de la documentation technique pour un client qui va être livré la semaine d'après. Il faut donner des petites fiches de sécurité sur l'utilisation de la machine. Il doit terminer ça avant la fin de la semaine. Ça, c'est une source de prescription classique. Et puis, à côté de ça, on voit bien qu'il y a toute cette source aussi de prescription, aussi de la relation, des sollicitations, de donner un coup de main. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Et là, on se rapproche de l'enjeu managérial. Comment on décide? Comment ça se décide, en fait, quand on a plusieurs prescriptions? Le niveau de régulation de tout ça. Et alors, ça, c'est un peu un arrêt sur image, un peu pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, il est en train de faire des schémas techniques. Il interrompt les schémas techniques pour passer une commande d'outillage. C'est le collègue qui devait le faire. Mais comme le collègue est parti dans l'atelier en bas pour aider le petit stagiaire, un jeune stagiaire, à faire sa boîte à outils, voilà, donc il est plutôt en train de tutorer un stagiaire. Du coup, c'est le collègue qui lui a demandé de faire une commande d'outillage. Donc, il interrompt le petit cahier qu'il fait pour faire la commande d'outillage. Et pendant qu'il fait la commande d'outillage, il reçoit un mail d'un collègue qui est en bas, au service méthode, qui reçoit un mail d'un collègue, d'un client, qui demande une solution, un truc, okay, qui demande quelque chose. Quel est l'arbitrage? Comment on arbitre entre ces trois sources de prescription? Okay. Ce qu'on constate dans la réalité, c'est que, en fait, ce qui se joue dans la relation, de fait, a toujours la priorité. Vous êtes en train de faire un compte-rendu concentré pour vous souvenir des choses, des noms comme ça. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte et vous pose une question. Vous faites quoi? Vous répondez à la personne qui vous pose une question. D'accord? Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est typique. Ces trucs-là, c'est typique dans les postes d'accueil, par exemple.
Okay, les services d'accueil, typiquement, sont tout le temps dans ça. Ils ne maîtrisent rien. Mais pas par une question d'incompétence. C'est juste que c'est un espace, et souvent même l'aménagement de l'espace, il est fait que c'est des personnes qui sont bombardées par des interpellations et ils ont très peu de moyens techniques, organisationnels, spatiaux, de repli, de recul, de protéines, pour arriver à gérer ce flux. Et donc, ils se prennent tout dans la figure. Excusez-moi l'expression. Donc, qu'est-ce que ça raconte, ça? C'est que tout cet effet de fragmentation de l'activité, en fait, in fine, c'est quoi l'effet? L'effet, c'est surtout, en fait, qu'il y a une énorme perte d'autonomie, de fait. C'est-à-dire que le chef de projet, il ne maîtrise plus rien, il ne contrôle plus rien dans son flux d'activité, dans sa manière de gérer ses efforts, sa concentration, son temps. Donc là, on comprend. J'y arrive plus, je suis débordé. Évidemment, je suis débordé. Là, je dirais même on le voit. Non, faut s'outiller pour le voir. Parce qu'en réalité, on voit pas. La personne avait vu ça. Okay, une fois qu'on l'a vu, qu'on l'a décrit, qu'on l'a documenté, oui, donc du coup, ça devient tout à fait visible et reconnaissable par tout le monde. Quels enseignements on peut tirer de cette analyse? Déjà, premier point, c'est la fonction stratégique de l'alerte du salarié, d'où l'importance de ces incidents de santé, pas les personnaliser, mais ça raconte toujours, c'est à nous, en fait, de prêter cette oreille, de dire qu'est-ce que ça raconte du côté du travail et de l'organisation et du rapport de la personne à son travail. La question de l'utilité aussi d'un espace conjoint de questionnement, de réflexion et d'analyse du travail. Okay, parce que quand je leur montre ça, alors que tous les jours ils font ça, quand je leur montre ça, c'est une espèce de révélation. Ah ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas déjà conscience du travail qu'on fait, des raisons pour lesquelles on peut être débordé ou pas débordé, des raisons pour lesquelles à un moment donné on sort le soir avec une boule à l'estomac. Bon, pourquoi? C'est pas déjà là, dans la machine cognitive, très rationnelle. Donc, prendre le temps de revenir sur les choses, de les analyser, de les mettre en discussion, de les verbaliser, de les présenter, devient un enjeu essentiel dans la prise de conscience et la capacité, du coup, aussi à formuler « c'est quoi le problème? J'y arrive pas. C'est quoi le problème ?» Okay, et vous voyez qu'on peut très bien dériver vers un autre problème, c'est que le mec, il n'est pas bon. C'est assez vite, quelqu'un qui dit « j'y arrive pas », t'es pas bon, t'es pas bien organisé. Tu évoquais tout à l'heure l'hôpital, combien de fois on entend à l'hôpital, si vous avez des problèmes, c'est que vous êtes mal organisé. Bien sûr, c'est facile, c'est immédiat, et puis c'est réglé. Prendre le temps, prendre conscience collectivement, du coup ça permet d'avoir une autre intelligibilité de ce qui se passe. Juste, je vais sur le dernier point qui me paraît essentiel aussi dans l'idée du débat, c'est la question aussi de reconnaître les limites du modèle d'affaires de l'entreprise. Okay, parce qu'on parle beaucoup des questions managériales en lien avec des aspects soit relationnels, organisationnels. Voilà. La question, c'est aussi quel est le modèle économique, quel est le modèle d'affaires de l'entreprise. Or là, on voit une entreprise qui vendait des machines. Aujourd'hui, elle ne vend plus des machines, elle vend du service. Okay, enfin, elle vend du service. Voilà, la proposition de valeur, ce qui est réellement réalisé par les salariés, et ce qu'on voit, pas par les salariés, par tout le monde, c'est du service. Le fait que le chef de projet passe autant de temps avec le commercial, avec le client, avec le mec du fournisseur, du convoyeur, tout ça, c'est pour quoi faire? Pas simplement pour facturer une machine. C'est pour arriver à trouver la solution technique la plus adaptée et la plus à même d'être durable dans le temps, d'être adapté aux besoins du client. Donc, en réalité, ce qui est offert par l'offre de l'entreprise, c'est une offre de service. D'accord? Mais comme ils viennent de toute une tradition, plutôt industrielle, dans l'industrie, on vend des objets, on fabrique des bouteilles d'eau et puis on vend de la flotte. Vous voyez? Même à des gens qui n'ont pas soif.
Vous voyez, ou alors, enfin voilà, où on vend des trucs qui ne sont pas adaptés, ou pas au bon moment, ou pas. Et ça, c'est ce qui les plombe, en fait. Comme plein de PME aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'unité de valeur, c'est l'objet, le truc, là, ben on essaie d'en refourguer un max, même à des gens qui n'en ont pas besoin, même à un moment où c'est pas pertinent de le faire, et on passe complètement à côté de ce qui se joue dans le travail réel, c'est-à-dire que les personnes, en fait, elles prennent du temps pour produire de la valeur. C'est quoi la valeur produite? C'est pas l'objet. C'est la pertinence d'une proposition, c'est la pertinence d'une installation technique, c'est la durabilité, le fait que ça soit adapté aux compétences des opérateurs qui vont l'utiliser. Et puis on passe du temps aussi pour les former, pour leur expliquer comment... Et puis on construit les conditions de confiance, y compris avec le client, pour que si l'opérateur à un moment donné il fait une connerie sur la machine, mais il le signale. C'est essentiel pour une boîte qui fait de la maintenance, d'être au courant très très tôt. Mais ok. Donc la question par exemple de la confiance devient un enjeu majeur pour une boîte qui fait de la maintenance. Pour avoir les signaux faibles, pour avoir très tôt une information sur une mauvaise manipulation, sur... Voilà. Donc ça réinterroge, y compris le modèle d'affaires de l'entreprise, de comment on arrive, à travers des formes de contractualisation, à reconnaître ce qui se joue dans le travail réel des personnes. Parce que le problème là, du chef de projet, c'est pas lui qui est débordé en fait. C'est juste que dans tous ces temps, okay, qui le font déborder, qui lui donnent l'impression de déborder, mais il est en train de faire des choses absolument essentielles du point de vue de la construction, de la réputation, de l'entreprise, de la qualité, de la solution technique. Il est en train de créer de la valeur essentielle, en fait. Mais dans un système d'affaires où la contractualisation, elle porte toujours sur des machines. Et tout ce qui n'est pas machine, ça disparaît. C'est pas valorisé, c'est pas pris en compte, c'est pas reconnu du coup par le client, et donc effectivement c'est du temps masqué, et donc ça déborde, et donc c'est pas reconnu, et donc c'est invisible, et donc les gens se remettent en cause, je suis pas capable, j'y arrive plus, alors que c'est un problème aussi de plus collectif, de comment on arrive à adapter ce qu'on vend aux clients par rapport à ce qui est réellement produit dans le travail. Voilà, et donc je termine là avec cette idée que ce sur quoi on a abouti, c'est et ce sur quoi on travaille en ce moment, c'est le fait de faire évoluer l'offre de l'entreprise vers, un peu du jargon à nous, ce qu'on appelle de la performance d'usage, développer une contractualisation qui comprend des clauses de coopération vis-à-vis de tous ces acteurs, hein, et le fait de développer une organisation réflexive, c'est-à-dire d'avoir ces temps pour revenir sur le travail, revenir sur l'expérience, donner du sens, comprendre ce qui se joue, et donc être aussi mieux outillé pour ensuite faire valoir une offre beaucoup plus intéressante, beaucoup plus riche, et avec beaucoup plus de valeur vis-à-vis d'un client, dans un milieu là où c'est plutôt la concurrence sur les prix qui tire tout vers le bas. Donc comment augmenter la valeur dans une offre, c'est à partir aussi de cette réflexivité sur le travail réel qu'on peut y arriver. Voilà. Donc, il n'y a pas de réponse directe à que faire le manager, mais ça dessine quand même aussi des enjeux qui relèvent à la fois de la prise en compte de ce qui se joue pour les personnes dans le travail réel au quotidien, donc cet enjeu de proximité, de soutien, d'aide aussi à la prise de conscience, à la verbalisation, à la mise en visibilité de ce qui se joue dans le travail productif. Et de l'autre côté aussi, l'enjeu stratégique, et quand on dit combiner le santé, le social, la performance, tout ça, c'est aussi comment le manager, dirigeant ou manager intermédiaire, il peut aussi avoir la main sur le modèle de performance. Et là, on voit bien que c'est un problème de modèle de performance, qui n'est pas adapté. C'est une forme de contractualisation qui n'est pas adaptée à ce que l'entreprise crée au quotidien vis-à-vis de son système d'acteurs. Voilà. Merci. C'est plus une remarque et une expérience. Vous insistez sur un point en fait qui est l'ergonomie, c'est le côté un peu qualitatif des choses. Et je voudrais revenir sur un des points notamment de la charte qui concerne les personnes vulnérables, et il y a eu beaucoup de choses sur le sujet, c'est-à-dire
en gros les perfectionnistes et ceux qui n'y arrivent plus. En fait, je dirais un peu plus ceux qui n'y arrivent plus à faire bien. Et on peut avoir le sentiment aujourd'hui que l'excès d'indicateurs et de mesures et de procédures peut conduire un manager à dire tout simplement « mais pourquoi ton collègue y arrive et pas toi ?» Tout simplement parce que son tableau de bord lui indique que les performances, alors peut-être plus économiques, sont au rendez-vous chez quelqu'un qui, par exemple, vous avez dit, qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un vous interroge? Moi, je vais vous dire, pour faire mes performances économiques, j'envoie chier. Hein, et puis, je lui fais un mail en disant, c'est ton problème, et comme ça, je passe à autre chose. Et celui qui va payer, ce qui est particulièrement intéressant, c'est le client. C'est-à-dire, en fait, l'homme au centre, aussi le client, parce que la personne en question, peut-être si elle réussit très bien chez le client, c'est que ce qu'on dit à un collègue, on ne peut pas souvent le dire à un client, et le client perçoit d'autant mieux ce côté relationnel et pas mesurable à l'intérieur de l'entreprise, qu'il y a plein de tableaux de bord, des fois. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est, j'y n'arrive plus, je voudrais juste qu'on ajoute à faire bien. Et quel est le rôle du manager quand il commence à comparer des gens entre eux s'il n'a pas la visibilité de ce que c'est que faire bien? C'est pas juste un problème d'organisation et de modèle, c'est aussi l'appréciation au travers de cet aspect qualitatif. On peut tourner. Oui, moi, j'ai fait un constat récent qui est le suivant. Les salariés en France ont actuellement, en moyenne, 18 jours d'arrêt maladie. Mais alors, quand on regarde le détail, c'est beaucoup plus faible pour les salariés dans des travaux manuels, comme le bâtiment, comme des choses complètement manuelles, alors que c'est plus important chez l'école blanche. Vous devinez que ça me renvoie à une question sur l'évolution très forte du numérique dans les entreprises privées ou publiques. J'ajouterai une autre donnée qui peut inquiéter ou au contraire dire on est dans la modernité. Un sondage récent qui a été cité par l'État. 40% des jeunes actuellement, avec la question des jeunes pour l'avenir qui est extrêmement importante comme vous le savez, 40% des jeunes souhaiteraient non pas être salariés, mais entrepreneurs, start-up. C'est des questions extrêmement importantes. J'ai pas les réponses, etc. Mais ce sont des données qui doivent vraiment nous alerter et qui renvoient effectivement à un changement de management considérable et assez vite. Excusez-moi, c'est pas une interrogation, si je veux dire, c'est une inquiétude et en même temps peut-être des choses positives, mais on verra. J'entre pas dans la politique, hein. Je parle de données. Bien sûr. Juste une réaction. Je pense que les deux questions, en fait, pour moi, sont très liées, en fait. C'est-à-dire que la question de la qualité, elle est centrale dans les enjeux aussi de ce que ça fait, ce qu'on appelle le sens. Il faudrait un peu décortiquer ce qu'on met derrière le sens. Nous, personnellement, je mets la question de la reconnaissance du travail. Là, c'est un problème de reconnaissance du travail. C'est ça qui prend sens. Donc, ce que je fais, ce qui compte pour moi, voilà, est reconnu aussi, et ça compte aussi pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça qui fait... Et donc, la question de la qualité, elle est centrale, en fait. Effectivement, sur la définition du travail bien fait, comment définir ce qui est bien fait? Là, vous faisiez un exemple, c'est là où il faut rentrer ensuite dans les activités, concrètement. C'était où? Quel secteur? Quelle boîte? Quel métier? Je vais donner un exemple. Parce que... Quand vous entretenez une machine et que vous allez chez un client, ouais. vous pouvez lui dire bonjour, oui. vous déposez un mot comme quoi vous êtes passé, oui. vous n'aurez pas la même réaction. Ouais. Voilà, c'est tout.
c'est valable pour l'ascenseur notamment, c'est valable pour la machine-outil. Donc cette aimabilité naturelle qu'avaient les anciens était plutôt bien ressentie par le client, qui était fidèle. Par contre, le manager qui n'est pas sur le terrain, qui n'accompagne pas son compagnon, etc., ne peut pas, ou qui vient d'arriver, il sort d'école, il ne sait même pas qu'il peut dire bonjour à quelqu'un quand ou quelqu'un, qui est en plus un client, il ne peut pas le mesurer. Et qu'est-ce qui permet de savoir combien de temps il a passé à réparer la machine, combien de temps il a passé à dire bonjour. Souvent, ceux qui disent bonjour passent plus de temps à dire bonjour, alors après il y a les extrêmes. Mais bon, voilà, il faut connaître le métier pour pouvoir l'apprécier. Voilà. En synthèse, c'est ça. Un bon manager. Ok. L'ergonomie peut être humaine. J'ai découvert les tables. Juste comme ça, une réaction. Mais la difficulté, effectivement, c'est qu'on est encore complètement imbibé par la manière dont l'industrie a pensé ces questions-là. La question de la qualité dans l'industrie, en fait, elle est stabilisée une fois pour toutes. Cette bouteille, une fois que les designers ils ont conçu quel poids, quelle forme, quelle matière, ça ne bouge plus. Donc il y a des référentiels qui sont très facilement paramétrables a priori. Et ensuite, au cours de l'activité, le job de l'encadrement, c'est de vérifier la conformité. Okay. Mais par rapport à des dimensions de la qualité qui peuvent être stabilisées à l'avance. Dans les activités de service, dans le soin, c'est absolument pas possible de stabiliser la qualité à l'avance. Voilà, exactement. C'est l'enjeu du temps réel et de la nécessité a posteriori de mettre en place le dispositif qui permet en fait de révéler qu'est-ce qui s'est passé. Et la question du temps, qui est aussi l'autre question. Ça, c'est quand même les usines qui ont inventé cette conception du temps, du chronomètre. Ça n'a jamais existé avant. Hein. Voilà. Et donc, où on stabilise des corrélations très stables entre des durées chronométrées et des paramètres de la qualité. Et pour dire pour fabriquer cette bouteille, il faut X heures de travail. Dans des activités plus immatérielles, plus servicielles, où effectivement l'enjeu se joue dans la relation directe par rapport à tout un tas d'autres paramètres plus qualitatifs, toutes ces corrélations, voilà, ça éclate. Il n'y a plus aucune corrélation entre temps du chronomètre et création de valeur. Vous pouvez passer une journée dans des réunions sans absolument rien apprendre. C'est tout le problème de la réunionnite. Vous gaspillez du temps pour rien. Et il suffit de prendre un bon café avec la personne qu'il faut au moment où il faut, comme ça. Vous captez l'info que vous attendiez. Et derrière, vous savez quoi faire. Il n'y a aucune corrélation. La question de la qualité, elle est plus stabilisée. Et tout ça, ça re-questionne effectivement tous les outils de pilotage, de reporting, de paramètres, de comptage, voilà. Et voilà, donc la problématique aujourd'hui, et c'est comme ça que je comprends les questions de santé, ce qui peut expliquer aussi ce taux important d'absentéisme, tous les problèmes de stress, de RPS, de gens qui pètent les plombs comme ça, c'est ces contradictions. Des contradictions énormes entre l'expérience personnelle que j'ai quand je suis soignant. Combien de temps j'ai besoin de passer? J'en sais rien. Et je suis suffisamment professionnel pour savoir que je ne peux pas passer tout le temps nécessaire, et en même temps, je ne sais pas combien de temps. Donc c'est une question de métier, d'arriver à réguler la distance par rapport au malade qui a passé une mauvaise nuit, qui a besoin de me raconter quelque chose, combien de temps, et c'est tout des savoir-faire, d'arriver à voilà. On ne peut pas stabiliser une fois pour toutes. Voilà. Donc c'est... Voilà. Bon, merci, et puis à suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ta présentation, Sandro, était un remarquable plaidoyer pour la fonction, le rôle du manager de proximité.